Séverine. Bonjour. Tu es professeur des universités dans l'Hexagone et tu es professeur en psychologie du numérique et invité de Ludovia cette année. Donc, tu animes une conférence sur les adolescents et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on trouve un petit peu de tout, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, que les plus jeunes adorent. Il y a même de l'information. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent être finalement un outil d'apprentissage selon toi ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on se base beaucoup sur le dispositif réseaux sociaux, qu'on incrimine effectivement de problèmes liés à la santé mentale des jeunes. Néanmoins, il faut comprendre que dans les réseaux sociaux, c'est plus la manière dont on les utilise en fait qui va jouer. Et en particulier les réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi j'ai travaillé sur le rapport de l'ANSES qui pointait les problématiques que pouvaient poser les réseaux sociaux, mais il y a aussi des bénéfices. Donc tu parles de pratiques informationnelles parfaites. Effectivement, ça permet de s'informer. Ça permet aussi d'obtenir du soutien social et aussi de communiquer avec ses pairs, PIRS, c'est-à-dire les autres, si c'est des ados, avec les autres adolescents. Et pouvoir aussi, les réseaux sociaux, ils participent aussi à l'affirmation de soi. Mais effectivement, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire les plateformes auxquelles les jeunes sont confrontés aujourd'hui, on a des problèmes dans la manière dont les designs sont proposés parce qu'ils jouent en fait beaucoup sur les biais cognitifs, sur la prédation de l'attention. Et ça, c'est pas forcément bon pour les jeunes. Et qu'est-ce que tu penses de l'interdiction des réseaux sociaux aux plus jeunes ? Alors pour moi, même si c'est très séduisant pour les parents, pour moi, en fait, cette disposition, elle n'est pas à la hauteur des enjeux, des problèmes posés par les réseaux sociaux. Par exemple, à 15 ans et un jour, qu'est-ce qu'il va advenir d'un jeune qui va atterrir sur les réseaux sociaux, sur des systèmes qui vont demeurer tout aussi problématiques et prédateurs ? Et en plus, en n'ayant probablement pas assez d'éducation à ce type de dispositif. En plus, cette interdiction, et ça on commence à le voir, à avoir des retours de l'Australie, elle a été largement contournée par les adolescents australiens, notamment à partir de VPN. Certains ont joué avec les systèmes d'identification de l'âge et ont réussi à les tromper aussi. On voit des manières aussi d'utiliser l'IA pour tromper en fait les dispositifs d'identification. Et aussi, d'autres jeunes sont partis sur d'autres réseaux sociaux qui ne sont pas concernés par l'interdiction. Donc pour moi, même si effectivement ça pourrait aider les parents, le plus grand enjeu et la meilleure solution en fait pour pouvoir se sortir de ce problème des réseaux sociaux, c'est amener d'une part plus d'éducation aux médias. Il faut que les jeunes comprennent dans quel système ils sont, ce qu'est l'économie de l'attention, comment ça fonctionne et comment ils vont se nourrir en fait de l'attention qu'ils vont consacrer à ces dispositifs. D'autre part, il y a un fort besoin de régulation des réseaux sociaux et ça c'est très important que collectivement, donc je parle des politiques, mais aussi de nous tous, de la société, on pousse pour avoir en fait des réseaux sociaux qui soient plus vertueux et qui ne nuisent pas à la santé mentale de l'ensemble de la population. Comme je le disais, quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire et qui va sur Instagram et qui voit toute la journée des contenus autour de l'image corporelle et qui a 15 ans et un jour, qui va protéger en fait cette personne face à ces contenus délétères. On voit que c'est assez difficile justement d'encadrer les réseaux sociaux, le contenu qui est diffusé dessus. Est-ce que c'est pas un peu utopique de se dire que demain, nos jeunes ne seront pas confrontés à des vidéos qu'ils ne devraient pas voir sur les réseaux sociaux ? Alors, il y a un cadre en fait qui existe, qui s'appelle le DSA, et en particulier l'article 28, qui spécifie les différents guides pour concevoir des réseaux sociaux qui vont être sécurisés. Donc déjà, si ce cadre est mis en application, et là ça se situe au niveau européen et pas français, là on devrait avoir des réseaux sociaux un peu plus vertueux parce qu'on va les obliger à mieux contrôler en fait les contenus. Après, il y a le version éducation et on ne peut pas en fait malheureusement aujourd'hui prévenir tous les risques sur Internet. Même sur des réseaux sociaux qu'on aura potentiellement sécurisés, il y a toujours un risque de la même manière que quand on évolue en fait dans une ville, il y a toujours un risque minimal. Donc il est important que les jeunes soient conscients des risques qu'ils vont prendre. Donc, par exemple, les adolescents arrivés à la période où ils vont entrer dans une sexualité, ils vont avoir plus tendance à essayer d'échanger des photos torse nu, donc ce qu'on appelle des nudes. Et là, c'est important qu'ils soient prévenus des risques que cela peut poser et du fait qu'une fois que c'est posté, ça peut leur échapper et sur Internet, ça s'y passe très difficilement.
Une question sur l'utilisation des intelligences artificielles. Aujourd'hui, tout le monde utilise un peu beaucoup ChatGPT, Gemini ou d'autres. Est-ce qu'on n'en vient pas finalement à arrêter de réfléchir, et en particulier du côté des apprenants, des plus jeunes? Alors, sur la question des intelligences artificielles, aujourd'hui, c'est un gros débat, c'est comment on les utilise. Alors, il y a plein de débats autour de l'intelligence artificielle. Le problème écologique, le problème des données, et puis effectivement le problème de comment les utiliser. Aujourd'hui, on voit une énorme disparité entre les jeunes et leur utilisation massive en fait de l'intelligence artificielle. Je crois qu'à partir du lycée, ils sont autour de 90% à utiliser l'intelligence artificielle au moins une fois par mois. Et les plus âgés, et en particulier les enseignants, qui eux sont nettement moins nombreux, si mes souvenirs sont bons, on est autour de 20%. Donc déjà, il y a un écart énorme. Et en fait, ces jeunes, ils ont pris possession de cet outil. Donc on voit aujourd'hui que même chez les adultes, cette courbe de prise de possession, elle augmente aussi très vite, mais sans forcément avoir compris exactement comment ça fonctionnait et les risques que ça pouvait poser, et le fait en fait de les utiliser correctement aussi. Aujourd'hui, ils ne sont pas formés à l'utilisation correcte de l'IA. Ce qui se passe, c'est qu'on constate, et les enseignants constatent, que les jeunes utilisent les intelligences artificielles pour faire les devoirs à la place d'eux. Et il y a une étude qui a été réalisée par le MIT qui montre que quand on délègue en fait complètement la réalisation des tâches à l'intelligence artificielle plutôt que de les faire par nous-mêmes, donc dans cette étude, ils ont comparé une version sans intelligence artificielle ni numérique, une version axée au web mais sans intelligence artificielle, et une version avec intelligence artificielle. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y a beaucoup plus d'activités cognitives dans la version sans intelligence artificielle et sans numérique comparativement à la version avec intelligence artificielle. Et en fait, ils sont mieux capables dans la partie sans numérique et dans la partie même avec numérique mais sans intelligence artificielle de rappeler le contenu en fait de ce qu'ils ont travaillé. Donc clairement, s'ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire à la place d'eux, ils créent ce qu'on appelle une dette cognitive, c'est-à-dire qu'ils n'investissent pas cognitivement la tâche, et ça ne les aide pas à apprendre et à être meilleurs en termes de performance d'apprentissage. Donc finalement, comme disait Grégory tout à l'heure, la solution c'est pour les enseignants, c'est d'interdire finalement les devoirs maison ou tout ce qui se ferait, qui ne serait pas sous contrôle sur table, voilà. Alors ça, c'est la première solution, effectivement. On voit même dans les universités françaises, on commence à interdire en fait les dossiers parce qu'on n'est plus très sûr de ce qu'on obtient. Mais on donne beaucoup plus de poids à l'oral. C'est notre manière un peu de se défendre face à ça. Mais après, il faut aussi, et c'est pas évident, mais je pense qu'il va falloir se saisir, nous, en tant qu'enseignants, de cet outil, puisque je suis aussi enseignante, pour les amener à faire des travaux et pas être simplement dans une utilisation très passive. Aujourd'hui, par exemple, on peut demander à l'intelligence artificielle de comparer des journaux produits, par exemple, par le pays d'Israël versus par les pays européens pour discuter en fait de questions géopolitiques. Et là, ça devient intéressant en fait. Mais en tout cas, de demander à des élèves aujourd'hui de faire un truc et de ne pas leur dire comment utiliser correctement l'intelligence artificielle s'ils ont le droit de le faire, je pense qu'effectivement, ça va mener à des comportements où ils vont faire à la place d'eux et du coup, ça va leur nuire. Merci, je te propose pour terminer un petit quiz. Donc je vais te donner 3 affirmations et tu devras me répondre vrai ou faux et puis nous expliquer pourquoi. Alors première affirmation, les adolescents d'aujourd'hui étant digital natives sont devenus capables de réviser efficacement tout en répondant à des notifications TikTok et Instagram, donc faire plusieurs choses en même temps. C'est faux. Donc le mythe du digital native, on a eu énormément en fait d'articles de journaux qui ont expliqué que les jeunes étaient capables de faire 2 choses en même temps, sauf que ça reste en fait des êtres humains. On a tous globalement les mêmes capacités cognitives. Et notre mémoire qui gère les apprentissages, elle est limitée. Et ces jeunes-là, pendant très longtemps, on s'est dit, oui, ils sont nés dans le numérique, ils sont capables de tout faire. Non, ils ont en fait les mêmes limites que leurs parents. Et du coup, quand ils sont en train de gérer des notifications en même temps qu'ils sont en train de faire leurs devoirs, clairement, ils sont peu efficaces en termes d'apprentissage, ils mettent énormément de temps à faire les devoirs et ils se fatiguent aussi énormément. Et ça, c'est pas bon pour eux, globalement, pour leur capacité à apprendre ensuite, mais aussi pour leur santé mentale. Deuxième affirmation, utiliser une IA comme ChatGPT pour rédiger un devoir diminue systématiquement le niveau d'intelligence de l'élève.
Alors, je dirais pas intelligence, parce que ça voudrait dire que finalement, on a une diminution de l'intelligence liée à l'usage de l'intelligence artificielle, ce qui aujourd'hui n'est accrédité par aucune étude. Néanmoins, quand on utilise l'intelligence artificielle pour faire à la place d'eux, on est moins bon en termes de performance et donc ça sollicite moins nos performances cognitives. Donc on attend d'avoir plus de recul pour parler de diminution de l'intelligence. Dernière affirmation, à cause des réseaux sociaux et des vidéos courtes, la durée d'attention de l'être humain est tombée à 8 secondes, soit moins que celle d'un poisson rouge. Alors c'est encore un neuromythe. En fait, il y a une grande méta-analyse qui est sortie en 2024 qui a essayé d'évaluer si finalement le niveau de concentration humain avait tendance à descendre, à être plus faible que les générations précédentes. Et ce que montre cette méta-analyse, c'est qu'en fait, il n'y a pas de diminution de la capacité de concentration. Par contre, il faut comprendre qu'on est dans un monde où la distraction est permanente. Vous avez par exemple ton téléphone, tu pourrais recevoir une notification et ça te perturberait dans le cours de ton interview. Eh bien, les enfants déjà, ils sont aussi soumis à ça et les apprenants, enfin les élèves, ils sont soumis à ça et effectivement, ils sont peut-être un peu plus distractibles. Et après, dans cette méta-analyse, ce qui est intéressant, elle montre aussi que le niveau d'impulsivité, c'est-à-dire la capacité à s'empêcher de faire quelque chose, en particulier chez les enfants, elle a tendance à diminuer. Mais on ne sait pas très bien d'où ça vient. Ça peut être des nouveaux usages éducatifs des parents, comme liés aussi à l'ensemble en fait, des sollicitations permanentes. Mais ça, il faut plus d'études pour pouvoir le montrer.